Ok, on revient à la partie numéro 2 où on va voir des exemples des applications de la théorie des rankings. Donc, l'énoncé, c'est déterminer la pression latérale active sur un mur sans frottement. Et l'idée, c'est calculer la force résultante et sa localisation à partir de la base du mur. Donc, ok, donc le schéma de la structure de contention est le suivant. Le sol est saturé, donc notre niveau d'eau correspond avec le niveau du terrain. Notre mur ici. La hauteur du mur, ça sera de 5 mètres. Propriété des aux caractéristiques du sol, le poids volumique saturé, de 20 kN par mètre cubique. L'angle de frottement effectif égal à 30 degrés. Ok, je vais laisser aussi une place à côté du schéma du mur où on va montrer au fur et à mesure la distribution des pressions latérales et la distribution des pressions hydrostatiques, parce qu'on a donc la présence de la nappe phréatique. Ok. Donc la solution, on peut la faire en différentes étapes. Donc la première partie. La première partie consiste à calculer les coefficients de pression actifs. Euh, On n'a pas ici les composants passifs. Et on n'a pas de composants passifs parce qu'il n'y a pas de masse de sol en face du mur. Seulement on a la masse du sol ou le remblai dans la partie arrière du mur. Donc on revient à la définition présentée dans la partie initiale de la vidéo. Donc les coefficients de pression active est donné en fonction de l'angle de frottement effectif. Donc
Ces données sont que nous. Ou on peut utiliser aussi l'expression simplifiée. Et on arrive au même résultat. Ok. Partie numéro 2, c'est calculer la contrainte effective et verticale. Dans des différents points d'intérêt. Donc on peut la calculer dans la surface du terrain et dans la base de mur. Donc les deux, les contraintes effectives et la partie de la distribution hydrostatique commence à partir de zéro. Où H0, c'est la hauteur de mur. Donc ici, comme on a présence de niveau d'eau, on travaille avec les poids volumiques effectifs où on a les poids volumiques saturés, ion réduite, on fait la reste avec les poids volumiques de l'eau. Donc c'est parti qu'on a à présenter avant. Dans dans la partie des sols, au-dessus de la nappe phréatique, donc le poids volumique effectif, c'est le poids volumique total. Et en-dessous de la nappe phréatique, que c'est le cas de l'exemple, donc on travaille le poids volumique saturé moins le poids volumique de l'eau. Ok. Et pour la pression hydrostatique, ok. Troisième partie, calculer la pression latérale du sol. Donc, dans notre exemple ici, c'est dans la condition active.
C'est valoré que nous, c'est un tiers. Ok. Donc, les quatrièmes, c'est dessiner la distribution de pression et de pression latérale et de pression interstitielle. Donc, on commence à partir de zéro dans la partie de la surface en termes de la pression latérale et on arrive jusqu'à 17 kPa dans la base du mur. Ok, et c'est valeur ici. Également pour la pression hydrostatique, on commence avec zéro et arrive jusqu'au valeur à la base. Avec des valeurs calculées avant de 49 kPa. Ok. La cinquième étape consiste à calculer la force latérale. Donc la force dans la composante active, c'est égal à force donnée par la composante du sol et la composante hydrostatique. Donc, basiquement, ces forces résultant pour les deux composantes correspondent à l'air ou la surface des deux triangles de distribution de pression dans la pression latérale et la pression hydrostatique. Donc, 5 mètres, c'est la hauteur de les deux triangles ici. Ou la hauteur de l'eau, c'est égal à H0. Et les deux hauteurs sont les mêmes.
Comme ça, on arrive à... Ok. Et finalement, la dernière partie, c'est la localisation de la force résultante. Comme la distribution des pressions de terre et pression interstitielle sont triangulaires, donc la force résultante est située dans les centroïdes les deux triangles. Ça veut dire à un tiers de la hauteur de ce triangle ici. Donc, donc, on peut voir ça de la façon suivante. On fait dessiner de nouveau les, les murs au niveau du terrain, au niveau de la nappe phréatique, ici, les dimensions. Donc, la force résultante à partir de la base du mur. Ok. Les deuxième exemple que on verra correspondent à une application à des sols stratifiés. Ok. Donc, pour cela, on a le mur suivant.
Ok. Donc pour ces murs, de nouveau, c'est un frottement illustré dans cette figure. L'idée c'est de faire les choses suivantes. La première chose, c'est obtenir la distribution des pressions latérales actives en fonction de la profondeur. Ok. En deuxième partie, c'est la distribution des pressions latérales passives en fonction de la profondeur. Troisième partie, magnitude et emplacement des forces actives et passives. Une autre chose, ce sera calculer la force résultante et son emplacement. Et une dernière partie que ça sera calculer les rapports entre les moments passifs et actifs. Ok. Donc, on va faire une chose similaire à l'exercice antérieur, de développer toute la réponse en différentes étapes. Et bon, et aussi observer qu'est-ce que ça veut dire les différents éléments de notre graphique. En fait, on peut commencer à dire que on a ici la pression active et passive, pardon. On a aussi une composante de pression hydrostatique. On a aussi une surcharge à la surface, donc on a une composante de surcharge, une composante de pression active et une deuxième composante hydrostatique parce que on a le niveau de la nappe phréatique dans cette partie ici. Ok. Aussi, donc, on peut observer ici les différentes propriétés caractéristiques de les deux types de sol. Donc, du poids de volumique saturé différent, du type d'angle de frottement aussi, et les épaisseurs des deux couches de sol. La première avec 2 mètres d'épaisseur, la deuxième avec 4 mètres d'épaisseur et la hauteur totale du mur, et ça sera de 6 mètres. Ok. Donc, la première partie, c'est calculer les coefficients de pression latérale.
Il faut diviser ça pour la couche supérieure et la couche antérieure. Entre 0 et 2 mètres de profondeur. Ok. Ici, donc, on a entre les deux premiers mètres, on a seulement un composant de pression latérale actif parce qu'on n'a pas de sol. Donc, dans la partie en face du mur, dans ces premiers 2 mètres ici, on parle des composants de pression actifs seulement. Et aussi, donc, on utilise les données qui sont fournies, donc les anglais de frottement correspondants à 25 degrés, qui est celui-ci. Ok. Pour la partie inférieure, très doux et 6 mètres, on a la composante active. Ok. De nouveau, on utilise les anglais de flottement correspondants à la couche inférieure entre 2 et 6 mètres. Ok, ça sera notre valeur ici de 30 degrés. Et ici, donc, on a aussi donc, des composants de pression passifs. Dans la version simplifiée, si on connaît la composante active, donc c'est entière, ça sera égal à 3. Ok. Donc d'abord, on commence avec le calcul des coefficients de pression latérale dans tous les exercices parce qu'on connaît les données, donc les propriétés du sol, que dans ce cas, pour le calcul, on utilise les engrais de frottement. Ok. Deuxième partie, c'est calculer les pressions actives et passives. Donc pour cela, on peut faire un tableau et une alternative, c'est la suivante.
profondeur, la composante hydrostatique, la composante de contrainte verticale totale, KPA, une composante de contrainte effective, sigma C moins U, ça une KPA, et le composant des contraintes latérales effectives, dans les cas actifs. Ok. Donc, on commence d'abord avec la composante de surcharge et les différentes profondeurs d'intérêt sont entre 0 et on fait aussi le calcul entre 2 et 6 mètres de profondeur. Donc, on verra ça avec plus de détails. Donc, quand on fait le calcul de la composante de pression latérale de la surcharge, donc on ne considère pas la pression hydrostatique, car la pression hydrostatique est tenue en compte dans les calculs de la contrainte effective verticale, mais à l'intérieur du sol. Donc la surcharge, on a traité de manière indépendante. Donc la contrainte verticale qui est transférée par la surcharge, c'est égal à 20 kPa dans toutes les profondeurs de la couche de sol. Donc basiquement, on fait cette transférence ici, de 20 kPa dans toute la profondeur du sol. Et donc, on continue à remplir 20, 20 de nouveau parce qu'on ne tient pas en compte la composante de pression hydrostatique. Donc, on connaît le coefficient de pression active. On connaît aussi la pression effective et verticale qui est transférée par la surcharge. Donc, on commence à faire le calcul de la pression active latérale pour la composante de la surcharge. Donc, 0,41, c'est les valeurs calculées avant pour la couche supérieure entre 0 et 2 mètres. Donc, on fait les calculs correspondants. Et entre les deux, il se mètres de profondeur. Donc, de nouveau, pour la partie inférieure, on travaille en tiers. Ok, pour les sols, on ajoute quelques éléments additionnels. Donc, les profondeurs, il faut les discrétiser en plusieurs parts. Donc, on commence dans la partie de la surface.
0 mètres. Ça sera ici, moins 2 mètres, moins 6. Ok. Et aussi, on va appeler la partie des 2 mètres où il y a la transition entre couche de sol. La partie, on peut dire, avant et après les 2 mètres de profondeur. Donc, avant et après. On verra ça dans les détails des calculs. Ok. Donc, on a les 2 mètres de profondeur dans la partie avant et les 2 mètres de profondeur dans la partie après. Et 6 mètres de profondeur. Donc, la partie de la base du mur. Donc, pour rappeler, donc, ça sera la partie avant qui correspond à la première couche de sol et la partie après à la deuxième couche de sol. Donc, de nouveau, en termes de pression hydrostatique, dans les 2 premiers mètres, on n'a pas d'eau. Donc, tout ça, c'est 0. Et entre les 2 mètres et 6 mètres de profondeur, donc on a un niveau d'eau de 4 mètres. Donc, H2, ça sera égal fois 4. Ça sera 39,2 kPa. Donc, on fait le calcul de cette partie ici. Ok. Ok, on commence aussi avec la partie des contraintes verticales totales. Donc, à la surface, on a 0 kPa. Dans la partie avant les 2 mètres de profondeur, donc on travaille avec les poids volumiques de la première couche de sol. Donc, on utilise gamma 1 fois H1, c'est égal à 19 kN par mètre cubique fois 2 mètres. Ça sera égal à 38. Donc, c'est pour ça que c'est important de faire la définition de ces profondeurs avant et après parce qu'on travaille avec les deux types de sol, mais on verra ça l'effet de ça dans la partie du calcul de la pression latérale. Et ça sera donc après. Donc on continue. Dans la partie après, on a les mêmes types de chargements. Donc on utilise gamma 1, H1, 19 fois 2 mètres, et voilà, 38 kPa. Donc, de nouveau, donc, dans ce niveau ici, de 2 mètres, donc, notre chargement, la contrainte verticale totale est donnée par le poids volumique du sol numéro 1 dans les côtés avant et dans les côtés après. Donc, ça ne change rien, pratiquement. OK. Entre 2 et 6 mètres de profondeur, donc, on travaille avec
la somme de tous les composants des pressions verticales. Donc, au 6 mètres de profondeur, on fait gamma 1 fois H1 plus gamma 2 fois H2. Ça veut dire 19 fois 2 pour la première couche de sol fois plus 20 fois 4 mètres de profondeur pour la deuxième couche de sol. Donc, ça veut dire 118 kilopascal. Ok. Pour la contrainte effective, donc on connaît déjà la contrainte verticale totale et les pressions interstitielles. Donc, on a 0 ici, 38 minus 0, 38, pareil, ici. Donc, on a ampleur de sigma, c'est cette valeur ici, moins cette valeur ici. Ok. Pour la pression latérale, en termes de la composante active, on a tout 0 ici, 0. Et ici, donc, c'est où on trouve la différence du côté avant et le côté après. Donc, on travaille pour la première partie, 0,41 notre coefficient de pression active pour les 2 premiers mètres de profondeur, fois 38 égale à 15,6. Pour la deuxième partie, on travaille avec un tiers, le deuxième coefficient de pression active, calculé précédemment, fois 38. Et finalement, pour la dernière partie, entre les 2 et 6 mètres de profondeur, un tiers, de nouveau le deuxième coefficient de pression latérale active, fois. Donc, on commence à remplir les valeurs qui sont fournies dans la figure initiale, qui sont ces données ici. huit point deux, 6,7, donc dans la distribution des pressions données par la surcharge, 15,6, donc dans la partie avant. Et on a donc ce type de changement ici, parce qu'on travaille aussi avec les coefficients de pression latérale après. C'est pour ça qu'il faut faire cette différenciation pour trouver cette tête de décalage ici, de 15,6 à 12,7, qui correspond à la deuxième couche de sol. Et la somme de ces deux valeurs correspond à 26,3. Donc, on a cette partie ici. Aussi, la composante hydrostatique de notre schéma est 39,2, et cette valeur ici. Donc, on commence à trouver là quelles sont les différentes valeurs dans les calculs. Donc, comme ça, on finit avec la partie de la composante active, on passe à la composante passive. La profondeur en mètre,
la pression interstitielle en kPa contre vertical total contre vertical effectif composant de pression latérale dans la condition passive. Et ici, donc, on a seulement la partie du sol parce qu'on n'a pas de surcharge. Donc, pratiquement, il n'y a pas de surcharge dans cette partie ici. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'on travaille avec la composante seulement du sol. Donc, en termes de la discrétisation du domaine, unité kPa également kPa. Donc, la profondeur varie entre 0 et 4 mètres pour le côté passif. Ok. Donc, pression hydrostatique dans cette partie, 0 dans la profondeur 0, contrainte verticale totale 0 également, effectif égale 0, pression latérale, la partie passive égale à 0. Composant hydrostatique, poids volumique de l'eau, hauteur, c'est seulement on utilise la H d'eau, et ça sera égal à 4 mètres. Donc, 39,2 contrainte verticale totale, 80 kPa. La différence entre les deux pour la contrainte verticale effective. Et la pression latérale dans les composantes passives. Ça veut dire K passif égale à 3, calculé précédemment, fois les valeurs calculées des pressions verticales effectives. Ça veut dire donc, ce sont les différentes valeurs, de nouveau présentées dans la figure 39.2 vers peut-être 122.4 du côté passif. Ok. Ensuite, donc on a tout un ensemble de données qui nous amène à obtenir les différentes composantes des forces. D'abord, on fait le calcul de la force hydrostatique.
entre la H2, parce que c'est la profondeur, définie par la position de la nappe phréatique. Donc, la nappe phréatique est donnée par toute cette région. Ici, donc, on travaille avec H2. Ok. Pour la partie suivante, on fait le calcul de les forces latérales, les résultats et leur emplacement. Donc, on fait la distinction entre la composante active et la composante passive. Donc, on propose aussi un tableau pour ça. Ok. Et dans cette partie, on fait une division. Je vais peut-être ajouter de nouveau notre graphique initial. Donc, on fait une division des différentes composantes en différentes surfaces. Donc, on fait la distinction pour la composante de surcharge, de pression active, pression hydrostatique. Et on peut diviser ça en différentes régions ou surfaces, comme cette carré numéro 1, cette rectangle numéro 2, pardon. On a aussi les triangles numéro 3, les rectangles numéro 4, les triangles numéro 5 et les triangles numéro 6. Donc, basiquement, sont des cercles. Et pour calculer les forces, donc, on fait le calcul de la base, que c'est connu, pour les correspondantes hauteurs et dimensions. On verra ça dans les détails du calcul du tableau. Donc, on commence à placer les différents éléments dans lesquels on a fait la division des différents composants de pression. On appelle la forme numéro 1, la forme numéro 2, forme numéro 3, 4, 5 et 6. OK? Donc, chaque forme ou chaque élément dans lequel on a fait ce type de distribution couvre différentes profondeurs. Donc, les rectangles numéro 1 qui correspond à la composante de surcharge, il va entre 0 et 2 mètres. Pour les rectangles numéro 2, entre 2 et 6 mètres. Donc, je vais commencer à remplir les différentes parties. Entre 0 et 2, le rectangle numéro 2 entre 2 et 6 mètres. Numéro 3 entre 0 et 2. L'élément numéro 4 entre 2
ici mettre, numéro 5, un trait d'eau ici, et le numéro 6, c'est la composition de l'eau, un trait d'eau ici mettre, par exemple ici, un trait d'eau et ici mettre. Ok. Les forces. Donc, on fait les calculs de l'air, de la surface de la différentes formes, soit des rectangles, soit des triangles. C'est pas compliqué. De nouveau, donc on a la base, 8.2, la hauteur, 2 mètres. Donc c'est l'air ou la surface du rectangle. Je vais continuer pour les éléments suivants. Par exemple, le numéro 3, c'est un triangle de base, 15.6, la hauteur 2, et donc l'air du rectangle. Ok. Les, les bras de levier, parce qu'on a besoin de faire le calcul des moments produits par les différentes forces. Si on fait le schéma des forces, par exemple celui-ci. Donc on a besoin de calculer les bras de levier par rapport à la base du mur. Donc on fait le calcul des différents composants des moments pour chaque élément dans lequel on a fait ce type de division, soit dans un rectangle, soit en triangle. Donc, basiquement, on trouve un résultat des moments calculés à partir de la base du mur. Par exemple, ici, on appelle le bras de levier du rectangle numéro 2, par exemple, ici. Donc, le bras de levier aussi, de cet élément ici. Donc, basiquement, situé en milieu, dans le centre de ce rectangle ici, plus la hauteur de la couche de sol numéro 2. Par exemple, pour l'élément numéro 1, les bras de levier, ça sera 4 mètres plus 1 mètre. Donc, ça sera égal à 5 mètres. Donc, ça sera les bras produits pour le calcul du moment produit par les composants de force numéro 1. Pour le numéro 2, ça serait égal. On fait pareil, pardon. Donc, le centroïde est situé à 2 mètres ici. Donc 2 mètres dans notre bras de levier pour les calculs que je vais afficher en la séquence. Ça sera situé à 2 mètres. Et on continue de la même manière pour les autres éléments. Donc pour l'élément numéro 1, comme montré précédemment, c'est 4 plus 1 égale à 5 mètres. Pour l'élément numéro 2, 4 divisé par 2 égale à 2 mètres. Pour l'élément numéro 3,
Donc, parce qu'on considère ici qu'on a un triangle ici. Donc, élément numéro 3, on a 4 mètres d'abord et un tiers de hauteur du triangle. C'est pour ça qu'on ajoute un tiers de 2 mètres. Donc, c'est ça. C'est pour ça qu'on utilise 2 tiers. Quatre 4 tiers, un tiers de la hauteur totale du triangle numéro 5, par exemple ici. Pareil. Et pour l'élément numéro 6, également, un tiers de la hauteur totale, donc ça sera 4 tiers. Ok. Donc les moments, ça sera le produit entre les bras de levier et la force. Ok. On peut aussi faire les calculs de la force totale et la somme des moments total. On assume pour les côtés actifs que les moments sont négatifs. Donc pour les côtés passifs, les moments seront positifs. Bon, je vais remplir une table similaire. Basiquement, les calculs suivent les mêmes procédures. On continue ici.